Je suis tombée à genoux en pleine crise d'asthme, griffant le parquet alors que mes poumons se bloquaient brutalement. Ma petite sœur tenait mon inhalateur de secours à quelques centimètres de mon visage, souriant comme si elle regardait un spectacle divertissant. « Respire un peu, la ratée », a-t-elle chuchoté. Derrière elle, mes parents observaient la scène sans bouger le petit doigt, et c'est à ce moment précis que j'ai appris qu'on pouvait suffoquer devant sa propre famille et qu'ils appelleraient cela faire du cinéma. 19 ans se sont écoulés avant que je ne revoie ce moment, mais cette fois-ci diffusé sur un écran de tribunal, et juste avant la fin de la vidéo, il s'est produit quelque chose auquel aucun de nous n'était préparé. Je m'appelle Adèle Cartier. Pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que le silence était le seul moyen de survivre à ma famille. J'ai grandi dans une maison bourgeoise près de Versailles qui semblait toujours parfaite de l'extérieur, avec ses haies fraîchement taillées, ses fenêtres immaculées et son perron que ma mère décorait à chaque saison, mais à l'intérieur, l'air semblait plus rare, plus opprimant, comme s'il fallait mériter chaque respiration. Éléonore, ma mère, gérait la maison comme certains dirigent une entreprise du CAC 40, stricte, policée, sans aucune place pour l'erreur. Mon père, Thomas, restait assis tranquillement en arrière-plan, un homme qui croyait que la paix se maintenait en ne choisissant jamais son camp. Et puis il y avait Viviane, ma petite sœur, l'enfant roi, celle dont il disait qu'elle avait juste besoin d'un peu plus d'attention, sans jamais se demander ce dont moi j'avais besoin. Plus je grandissais, plus je devenais silencieuse, non pas parce que je manquais d'opinion, mais parce que j'avais appris très tôt que ma voix ne créait que des problèmes. À table, Viviane parlait de ses projets scolaires ou de ses week-ends, et les visages de mes parents s'illuminaient, mais dès que j'essayais de parler, l'énergie dans la pièce changeait, ma mère se raidissait, mon père jetait un coup d'œil à l'horloge et la conversation reprenait comme si je n'avais jamais été là. À 16 ans, j'étais passée maître dans l'art de disparaître. La seule personne qui me voyait vraiment était ma grand-mère, Marguerite. Elle sentait la lavande et les vieux livres, et elle avait une façon d'écouter qui vous faisait oublier le monde extérieur à son salon. Avec elle, je n'étais ni théâtrale, ni difficile, ni invisible, j'étais simplement Adèle. Certains week-ends, je m'échappais chez elle pour l'aider à arroser ses plantes ou à préparer la recette qu'elle était déterminée à perfectionner ce mois-là. Elle posait sa main sur la mienne et disait « Tu es plus forte qu'il ne le croit », et ces mots m'ont porté à travers plus d'anniversaires que je ne veux l'admettre, des anniversaires que ma propre famille oubliait souvent. Je me souviens d'avoir eu 16 ans et d'avoir attendu que quelqu'un le mentionne au dîner, mais personne ne l'a fait car Viviane avait une compétition de gymnastique ce week-end-là et toute la maison était couverte d'affiches et de paillettes. Je suis restée assise en silence, me disant que cela n'avait pas d'importance, que mamie s'en souviendrait, et elle l'a fait, comme toujours. Quand j'ai été admise à l'université, j'ai laissé une épaisse enveloppe sur le comptoir de la cuisine pour que mes parents la trouvent, mais le lendemain matin, elle avait disparu. Ma mère n'en a jamais parlé, mon père n'a rien dit, et j'ai dû appeler moi-même le bureau des admissions pour confirmer que j'avais été acceptée. À l'époque, je me disais que c'était des choses mineures, que les familles n'étaient pas parfaites, que les gens étaient occupés, mais il y a un danger à normaliser le mal car on finit par ne plus remarquer qu'on est en train d'être effacé. Et 19 ans plus tard, quand le passé a fini par me rattraper, j'ai réalisé que quelqu'un d'autre avait prêté attention tout ce temps. Tout a commencé un mardi soir ordinaire, le genre de soirée où le monde semble assez paisible pour qu'on croie presque que le passé ne peut plus nous atteindre. Je rentrais d'une longue journée de bureau à Lyon, j'ai retiré mes talons, préparé du thé et ouvert la pile de courriers sur mon comptoir, des factures, un prospectus, une enveloppe caritative, et puis une lettre qui m'a figé au milieu d'une gorgée, une assignation à comparaître. Elle m'ordonnait de me présenter au tribunal judiciaire de Paris pour une affaire de diffamation opposant Viviane Cartier-Monroe à Rebecca Dubois. Pendant un instant, j'ai juste fixé le nom d'épouse de ma sœur, imprimé en gras en haut de la page. Je n'avais pas parlé à elle ni à mes parents depuis 3 ans, Lyon était devenu ma page blanche, un endroit où personne ne me traitait de dramatique, de difficile ou d'exagéré, mais maintenant, la loi me ramenait dans l'orbite que j'avais passé la moitié de ma vie à fuir. J'ai posé l'assignation en me disant de respirer, je ne connaissais pas de Rebecca Dubois, je ne savais pas dans quoi Viviane s'était fourrée, et pourtant, un instinct profond dans ma poitrine, vieux, meurtri et à moitié guéri, a commencé à me faire mal. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose que je ne m'étais pas autorisée à faire depuis des années, j'ai cherché ma sœur sur Internet.
Le blog de Rebecca est apparu en quelques secondes, le titre parlait de harcèlement au travail, d'exclusion des réunions, de mérites volés et de rumeurs propagées, une cruauté d'entreprise typique jusqu'à ce que j'atteigne le dernier paragraphe qui disait « Viviane a un mode opératoire qui remonte à des décennies », demander à sa sœur ce qui s'est passé avec l'incident de l'asthme, demander pourquoi leur famille a passé des années à s'assurer que personne ne la croyait. Mon souffle s'est coupé, j'ai relu les mots 3 fois, mes mains tremblant de plus en plus. Aucune étrangère n'aurait dû être au courant de ce jour-là, mes genoux sur le tapis, mes poumons qui s'affaissaient, l'inhalateur tenu hors de portée, le sourire narquois, et personne n'aurait dû être au courant des années qui ont suivi, quand ma famille insistait pour dire que j'étais une comédienne, oublieuse et émotive, quand ils transformaient chaque souvenir en quelque chose que j'avais imaginé. Mais quelqu'un savait, quelqu'un avait vu le schéma. Soudain, de petits fragments que j'avais enfouis ont commencé à refaire surface comme des débris après une tempête. Mamie qui m'appelait un soir, confuse, disant qu'elle n'avait pas eu de mes nouvelles depuis des mois alors que j'avais laissé 3 messages vocaux cette semaine-là, ma lettre d'acceptation à l'université qui disparaissait, des cartes d'anniversaire retournées non ouvertes, la façon dont les proches avaient complètement cessé de demander de mes nouvelles. C'était un système, un effacement coordonné. Je me suis éloignée de mon bureau, pressant une main contre mes côtes, car pendant 19 ans, je m'étais blâmée, pensant peut-être que j'étais trop sensible, que je me souvenais mal des choses, qu'il était normal pour les familles d'oublier, d'ignorer ou de négliger. Mais cette phrase dans le blog de Rebecca ressemblait à quelqu'un craquant une allumette dans une pièce sombre. J'ai pris mon téléphone pour appeler un avocat afin de trouver un moyen d'éviter de témoigner, et puis je me suis arrêtée. Ma famille avait passé près de 2 décennies à s'assurer que je n'avais pas de voix, alors que se passerait-il si, pour une fois, je l'utilisais ? J'ai refermé le dossier juridique sur mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable pour chercher un nom que je n'avais pas tapé depuis des années, une fille qui m'avait dit un jour que je lui avais sauvé la vie et qui pourrait maintenant m'aider à récupérer la mienne. Elle s'appelait Nora Lemoine. Au lycée, c'était la fille timide qui transportait partout un ordinateur d'occasion et évitait le regard de la bande qui gravitait autour de ma sœur. À l'époque, elle avait été exclue des groupes d'amis, moquée pour ses vêtements, ignorée quand elle parlait, et je n'étais pas assez populaire pour la protéger, mais je m'asseyais avec elle à la cantine quand personne d'autre ne le voulait. Des années plus tard, elle était devenue experte en investigation numérique à Bordeaux, quelqu'un qui passait ses journées à récupérer des données effacées, à reconstituer des traces numériques que les gens pensaient avoir enterrées. Quand j'ai appelé, elle n'a pas hésité, « Apporte tout ce que tu as », a-t-elle dit, « s'ils t'ont effacé, on va te rendre visible ». Sa confiance m'a stabilisée d'une manière dont j'ignorais avoir encore besoin. 2 jours plus tard, je suis entrée dans son bureau, un espace petit mais rempli d'équipements vrombissants, d'écrans brillants de lignes de données et de processeurs empilés soigneusement sur des étagères métalliques, un endroit où la vérité ne disparaissait pas simplement parce que quelqu'un le voulait. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti le seul objet que j'avais gardé de mon enfance, un DVD fin dans une pochette en papier étiqueté de l'écriture de Viviane, Souvenirs de famille 2004. Je l'avais emporté avec moi quand j'avais déménagé à 18 ans, bien que je ne l'ai jamais regardé, et rien que de toucher la pochette me crispait les doigts. Nora l'a glissé dans son système, « Voyons ce que ta famille ne voulait pas sauvegarder », a-t-elle murmuré. En quelques minutes, une petite fenêtre s'est ouverte sur l'écran montrant le salon de mon enfance. La caméra tremblait légèrement alors que la voix plus jeune de Viviane remplissait les haut-parleurs, gloussant alors qu'elle zoomait sur elle-même dans le reflet de l'écran de télévision éteint. Mon estomac s'est noué, je me souvenais de ce caméscope, elle enregistrait tout, les petits déjeuners, les corvées, les disputes qu'elle n'était pas censée entendre. Et puis l'image a changé, la caméra pointait vers le tapis, ma main le griffant, mon corps s'effondrant dans le cadre, ma voix rauque. J'ai senti ma gorge se serrer rien qu'en regardant. La voix de Viviane, aiguë et joyeuse, a coupé le son. « Regarde là, elle fait tellement pitié », l'inhalateur pendait dans le coin de l'image, elle s'est approchée, bloquant ma main désespérée. Derrière nous, mes parents sur le canapé, immobiles. J'ai dégluti difficilement, mes paumes pressées contre mes genoux comme pour essayer de m'ancrer au sol. C'est assez, ai-je chuchoté, mais l'expression de Nora a changé, non pas à cause de la vidéo, mais à cause d'autre chose. Adèle, a-t-elle dit doucement, il y a plus.
Le disque ne contenait pas seulement de la vidéo, il contenait des archives de mails copiés automatiquement des années auparavant lorsque Viviane avait gravé le DVD sur le vieil ordinateur familial. Des dizaines, non, des centaines de messages entre ma mère et ma sœur. Nora en a ouvert un daté de 2 jours après la crise d'asthme. Éléonore, efface la vidéo et n'en parle pas à mamie, nous devons sauver les apparences. Viviane avait répondu, c'est déjà fait. J'ai dit à Adèle qu'elle refusait de descendre parce qu'elle faisait encore des siennes. Éléonore, bien, continue comme ça, on ne peut pas laisser ça gâcher ta relation avec elle, trop d'enjeux. J'ai senti quelque chose s'effondrer dans ma poitrine, pas de la peur, pas même du chagrin, mais de la reconnaissance. Ce n'était pas de la négligence, c'était de la stratégie, 19 ans de ma vie réécrits par des gens qui partageaient mon nom de famille. Je me suis redressée, j'ai essuyé mon visage et j'ai chuchoté, on emmène ça au tribunal. Nora a hoché la tête, et Adèle, ce n'est plus toi qui devrais avoir peur. Le matin de l'audience semblait irréel, comme si j'étais entrée dans la vie de quelqu'un d'autre. Le tribunal se dressait au-dessus de moi avec ses lignes épurées de verre et d'acier, reflétant un ciel qui n'arrivait pas à décider s'il allait pleuvoir ou s'éclaircir. J'ai resserré mon manteau autour de mes épaules, l'air frais du printemps effleurant ma peau alors que je franchissais les portes, chaque pas résonnant d'une vérité que j'avais passé 19 ans à me convaincre d'ignorer. À l'intérieur, la salle d'audience bourdonnait de conversations feutrées, de papiers remués et du raclement doux des chaises qu'on tirait. Rebecca était assise avec son avocat près de la table de la défense, elle paraissait petite dans son blazer mais déterminée. Quand elle m'a vue, son expression s'est adoucie, mêlant gratitude et peur. Elle avait été harcelée, oui, mais elle était aussi devenue la première personne depuis des années à dire ma vérité à voix haute. Puis les portes se sont rouvertes et Viviane est entrée. Elle ressemblait exactement à mes souvenirs, cheveux impeccables, manteau sur mesure, maquillage parfait, l'image d'une femme qui croyait avoir construit la vie qu'elle méritait. Éléonore marchait derrière elle, arborant ce sourire calme qu'elle réservait aux réunions paroissiales et aux fêtes de famille. Thomas suivait en dernier, les mains dans les poches, les yeux baissés. Quand Viviane m'a vue assise du côté de la défense, son visage s'est figé, elle a cligné des yeux 1 fois, 2 fois, comme pour essayer de donner un sens à l'impossible. Son avocat s'est penché pour chuchoter et elle s'est redressée, masquant sa panique par une confiance répétée. La présidente du tribunal est entrée et la salle a basculé instantanément dans le silence. L'audience est ouverte, a-t-elle annoncé, nous allons commencer par le témoignage de la plaignante. Viviane est montée à la barre comme si l'air autour d'elle lui appartenait. Elle a parlé d'une voix polie et posée de sa carrière, de sa réputation, du préjudice qu'elle prétendait avoir subi à cause de Rebecca. Elle s'est décrite comme une collègue solidaire, un mentor généreux, une femme prise au dépourvu par la trahison. Je l'ai regardée construire un récit brique par brique, une tour faite de mensonges vernis. Et puis son avocat a prononcé la phrase qui a ouvert la porte à tout ce qui allait suivre. Madame la présidente, la plaignante souhaite démontrer que ces allégations reposent sur des fabrications découlant de l'histoire instable de sa sœur. La salle a vacillé. Viviane n'a pas jeté un regard dans ma direction, mais j'ai vu la tension dans sa mâchoire, le changement subtil dans ses épaules, elle avait l'intention de m'utiliser comme bouclier. La juge a tourné son regard vers moi. Mademoiselle Cartier, le tribunal prend acte de votre présence, vous êtes citée comme témoin, veuillez approcher. Mon pouls martelait alors que je me levais, mais Nora m'avait préparé à cela. La vérité n'a pas besoin de théâtre, elle a seulement besoin de lumière. L'avocat de Viviane a commencé dès que j'ai prêté serment. Mademoiselle Cartier, est-il vrai que vous êtes éloignée de votre famille depuis des années? Oui, ai-je répondu. Et diriez-vous que vos souvenirs peuvent être influencés par une détresse émotionnelle ou des problèmes non résolus? Non, ai-je dit calmement, mes souvenirs sont influencés par ce qui s'est réellement passé. Il a eu un sourire narquois. N'est-il pas vrai que votre famille a exprimé des inquiétudes quant à votre stabilité mentale lorsque vous étiez plus jeune? Ils l'ont exprimé dans mon dos, ai-je répondu, jamais en face de moi et jamais avec une quelconque évaluation professionnelle. Ce n'était pas de l'inquiétude, c'était une tactique. Un murmure a parcouru la salle. Mon avocat s'est levé. Madame la présidente, la défense souhaiterait présenter un ensemble de documents authentifiés par une experte en investigation numérique certifiée. La juge a hoché la tête, allez-y,
Nora s'est approchée de l'écran à l'avant de la salle et, en quelques frappes, elle a affiché le premier email. L'horodatage brillait dans le coin, de Éléonore à Viviane, efface la vidéo et n'en parle pas à mamie, nous devons sauver les apparences. Des halètements ont résonné dans la salle d'audience. Viviane s'est penchée en avant, c'est sorti de son contexte. Nora a cliqué à nouveau, Viviane, c'est déjà fait, j'ai dit à Adèle qu'elle refusait de descendre. Éléonore, bien, continue, trop d'enjeux. La juge a levé la main, Madame Monroe, vous garderez le silence pendant la présentation des preuves. Viviane s'est affaissée, les yeux écarquillés, le souffle court. Puis est venue la phrase que j'avais attendu 19 ans d'entendre prononcer par quelqu'un ayant de l'autorité. Avant de commencer, a dit la juge en se tournant vers la salle, regardons une vidéo de famille. Mon estomac s'est tordu, non pas de peur, mais d'anticipation, la vérité n'était plus à moi seule à porter. Les lumières se sont légèrement tamisées alors que les images apparaissaient sur l'écran, moi à 17 ans m'effondrant sur le tapis, mes doigts s'étirant vers l'inhalateur, le son de mon propre halètement résonnant dans les haut-parleurs comme un fantôme traînant des chaînes. La voix de Viviane a retenti, glaçante et enjouée, respire, l'a raté. Quelques personnes dans le public ont couvert leur bouche. Sur l'écran, mes parents restaient immobiles sur le canapé, regardant, ne bougeant pas, n'aidant pas. L'expression de la juge s'est durcie. L'avocat de Rebecca semblait stupéfait. Même Thomas a fermé les yeux, la honte irradiant de lui comme une chaleur, mais Éléonore n'a pas détourné le regard, elle fixait l'écran avec une immobilité froide qui a glacé la pièce. Puis la caméra a capturé autre chose, un reflet dans la vitrine, Viviane tenant l'inhalateur derrière son dos, souriant. Quand la vidéo s'est terminée, le silence était si épais que je pouvais entendre le bourdonnement des néons. Viviane s'est levée en titubant, c'est truqué. Ce n'est pas, mais sa voix s'est brisée, ses mains tremblaient, et puis, exactement comme le message du blog le décrivait, elle a tremblé et a commencé à hurler, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ce que c'était. Elle était toujours dans nos pattes. Maman a dit. Maman a dit. Madame Monroe, a coupé sèchement la juge, asseyez-vous. Ses cris se sont dissous en sanglots paniqués. Éléonore a tendu la main vers elle, mais Viviane s'est écartée brusquement, s'effondrant devant tout le monde. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu la vérité arracher chaque couche de leur image soigneusement façonnée. La juge s'est raclé la gorge, sur la base des emails, de la preuve vidéo et du schéma comportemental documenté décrit dans les témoignages, le tribunal constate que les allégations de la plaignante manquent de crédibilité. De plus, les preuves suggèrent fortement un schéma de maltraitance psychologique à long terme au sein de la famille. Viviane gémissait dans ses mains. Éléonore restait figée comme une statue, les doigts crispés autour de la sangle de son sac à main. Thomas fixait le sol, les épaules voûtées comme si le poids des décennies s'était finalement abattu sur lui. La juge a continué d'une voix ferme, cette affaire est classée sans suite, la plaignante est déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens. Les implications de ces documents seront transmises aux juridictions civiles compétentes pour un examen séparé. Le jugement est tombé comme un coup près, claquant comme une porte sur tout un chapitre de ma vie. J'ai expiré pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des années. Alors que la salle se vidait, Viviane restait effondrée sur sa chaise, le mascara coulant, le souffle tremblant. Éléonore restait de marbre. Thomas s'est approché de moi doucement, la voix à peine audible, « Adèle », a-t-il chuchoté, « je suis désolé. » J'ai croisé son regard, pour une fois, il ne l'a pas détourné. « Tu aurais dû l'être », ai-je dit doucement, il y a bien longtemps. Puis je suis sorti du tribunal, laissant leur silence derrière moi, entrant dans un avenir enfin libéré du leur. Les procédures civiles qui ont suivi ont avancé plus lentement que le procès, mais le résultat a porté un poids que je sens encore dans mes os. Le juge examinant la succession de ma grand-mère a scruté chaque entrée de son journal, chaque email que Nora avait récupéré, chaque cas où ma mère et ma sœur m'avaient dépeinte comme instable ou indifférente. Ce qui a émergé était un schéma si délibéré qu'il ne me surprenait plus, il ne faisait que clarifier ce que j'avais passé des années à essayer de nommer. Au final, la décision a été claire, l'héritage initial avait été influencé par la tromperie. Viviane a été condamnée à restituer environ 180 000 € d'actifs qu'elle avait déjà intégrés dans sa vie,
rénovation, voiture, week-end de luxe. Pour une femme qui avait construit son identité sur le fait d'être la préférée, le coût financier n'était rien comparé à l'effondrement public. Son employeur a lancé une enquête interne, son mari a demandé la séparation, et avant l'été, elle vivait seule dans un petit appartement à l'autre bout de la ville. Éléonore n'a pas perdu d'argent, elle a perdu quelque chose qu'elle valorisait plus, sa réputation. La communauté qu'elle avait cultivée pendant des décennies, les groupes paroissiaux, les cercles de quartier, l'image polie d'une mère dévouée, tout s'est effondré sous le poids de ses propres mots préservés dans des archives de mai. Les invitations ont disparu, les conversations se sont arrêtées, elle est devenue une femme sur laquelle les gens chuchotaient au lieu de l'admirer. Quant à Thomas, il m'a contacté une fois de plus, cette fois avec honnêteté. Il n'a pas demandé pardon, il a demandé de la compréhension, et je lui ai donné la seule chose que je pouvais, de l'espace pour recommencer, mais sans revenir dans ma vie. Et moi, j'ai enfin soufflé. J'ai créé la Fondation Marguerite Cartier, une petite organisation aidant les survivants d'abus psychologiques familiaux à reconstruire leur vie. C'était comme rendre ce que ma grand-mère m'avait donné, la preuve que je n'avais jamais été invisible. Dans les mois qui ont suivi, j'ai appris quelque chose de simple mais qui change la vie, la famille ne se définit pas par le sang, mais par les gens qui vous voient, vous croient et refusent de vous laisser disparaître. Mon passé ne s'est pas volatilisé, mais il ne me possédait plus. Je respirais enfin librement, non pas parce que mes poumons étaient plus forts, mais parce que la vérité l'était. Si mon histoire résonne en vous, partagez votre expérience dans les commentaires et abonnez-vous.